Je me présente, je suis le docteur Édouard Lancio, je travaille au CHU de Lille au sein du pôle de l'urgence, donc j'ai une activité pluripartite. Je fais des urgences, également du SAMU-SMUR et également, de par mes projets de carrière, un peu de recherche et d'enseignement sur les thématiques à la fois de la blockchain, de l'IA et des sciences informatiques appliquées à la médecine d'urgence. Et du coup, j'ai une expertise qui s'est développée dans ce domaine. Qu'est-ce que la blockchain? Quel est ce mot barbare aux consonances anglophones qu'on entend à tout bout de champ depuis peu de temps, et notamment depuis l'avènement des crypto-monnaies? En fait, la blockchain, si on devait faire une métaphore filée, ce serait un petit peu l'héritage des anciens livres de notaire. C'est-à-dire que dans la période Moyen Âge, Renaissance, il y avait les livres de notaire qui faisaient la synthèse de chacun des actes notariés, donc avec la date à laquelle l'acte a été effectué, en quoi consistait l'acte, quel était l'émissaire et quel était le destinataire. Donc ainsi, toutes les transactions étaient codifiées et enregistrées au sein des actes notariés. Et le notaire étant un agent de l'État, il y avait une authentification de ces actes qui était réalisée par sa personne. Eh bien, la blockchain, c'est à peu près la même chose, mais qui est non plus authentifiée par une personne agrémentée, mais qui peut être authentifiée par chacun. Pourquoi? Parce que la blockchain, elle, qu'elle est née dans sa forme récente et médiatisée, à savoir les crypto-monnaies, ça avait pour but de faire plier le système bancaire. C'était la volonté qui était née des manifestes un peu libertaires américains, l'idée de justement pouvoir permettre des transactions d'une personne à une autre via un réseau sécurisé sans avoir à passer par les banques telles qu'on les connaît dans leur forme habituelle. Et donc, c'est ainsi que la première transaction s'est effectuée au moyen de la blockchain. Et cette transaction, ça a été l'achat d'une pizza qui a été achetée pour l'équivalent de 10 euros et d'un bitcoin à l'époque. Le bitcoin valait très peu. Et donc, c'est ainsi que la pizza a été achetée. Donc, c'est un petit peu un héritage qui vient de là concernant la démocratisation du concept de blockchain et donc de diversification de ces actes. Et donc, pourquoi c'est intéressant de l'appliquer à la e-santé, et plus particulièrement au milieu des urgences? Parce qu'en fait, le milieu des urgences, comme je l'ai évoqué en préambule en me présentant, il y a plein d'acteurs. Il y a des médecins, il y a des infirmiers, des pharmaciens, des assureurs, il y a le SAMU, il y a d'autres hôpitaux d'où provient le patient. Donc, il y a des informations qui sont échangées entre ces différents acteurs. Et c'est des informations qui plus est sensibles, parce que ça concerne la santé des gens. Et donc, ces informations sensibles, elles sont échangées en temps réel, de manière constante. La problématique qui est, c'est comment les échanger de manière sécurisée, de manière continue et de manière traçable. Et donc, la blockchain permet de répondre à pas mal de ces éléments. Donc, à titre d'exemple, on va prendre un patient qui est pris en charge par le SAMU. Donc, il y a eu un appel au 15 et il y a eu un transfert dans un second temps vers un service hospitalier. C'est les données cliniques initiales. Donc, lorsque le SMUR arrive et les pompiers, quels sont les paramètres vitaux, les gestes effectués, les traitements administrés. Généralement, c'est transmis soit via des outils métiers, soit via téléphone, soit par des messageries qui sont moyennement sécurisées. Donc il y a des risques et des risques d'erreur dans ces informations, donc parce qu'elles ont été déformées, répétées et donc modifiées au fur et à mesure, de perte tout simplement ou de retard, étant donné que c'est pas transmis en temps réel. Et donc l'apport de la blockchain dans cette situation particulière, ça va être que chaque information saisie par différents acteurs, que ce soit le médecin régulateur, l'ambulancier, l'urgentiste, eh bien, sera horodatée et elle sera infalsifiable, c'est-à-dire gravée dans le marbre. Et elle pourra être partagée en temps réel sur cette blockchain. Blockchain qui sera bien entendu privée ou qui sera issue d'un consortium de différents acteurs. Et donc, le médecin receveur qui sera aux urgences et qui va recevoir le patient pourra vérifier l'intégralité de la source de ces informations et l'intégrité de chacune de ces données. Et donc, ça va permettre d'améliorer la sécurité du patient, la traçabilité de son parcours de soins et aussi la coordination entre les différents acteurs. Il y a de nombreux points positifs à cette technologie, qui sont notamment d'un point de vue sécuritaire et confidentialité des données, parce que ça permet de reconstituer la chronologie exacte et un petit peu de les valider en quelque sorte et de ne plus avoir à retourner, refaire un interrogatoire patient pour revérifier l'exactitude de chacune de ces données, d'autant plus que dans des situations d'urgence, les patients sont parfois ininterrogeables. Mais ça peut aussi, dans ce cadre-là, renforcer la responsabilité collective, c'est-à-dire que le SMURiste qui est en préhospitalier a ainsi une tâche réelle de vérification, même si c'est déjà le cas, de chacune des données parce qu'il va les rentrer et donc il sera responsable à titre personnel, mais il va impliquer tout le reste de la prise en charge
parce qu'elles ne seront pas revérifiées, ces données. L'autre point, c'est l'interopérabilité et le partage sécurisé. Et ça va permettre de connecter les différents logiciels hospitaliers, parce qu'il y a un écueil en France et de par le monde, c'est que chaque acteur, chaque hôpital a un logiciel différent et parfois ils ne sont pas interfaçables. Et donc la blockchain va permettre justement de communiquer entre ces différents logiciels et de garantir une certaine cohérence des données échangées entre les différents logiciels et de tracer leur origine. Et donc de bâtir avec les systèmes d'information hospitaliers un véritable dossier patient qui sera universel et sécurisé auquel tous les acteurs auront accès. Un des autres points majeurs et qui serait le troisième et l'ultime pour ma part, c'est la gestion centrée sur le patient. Parce que, étant donné que la blockchain est quelque chose de sécurisé, le seul authentificateur véritable de ces données, ce sera le patient, qui va pouvoir valider leur cohérence, leur intégrité, et donc il y a une réelle relation de confiance et de transparence qui naît avec le patient, même si elle existe déjà sans la e-santé, mais elle se retrouve d'autant plus renforcée avec cette option qui est la blockchain. Et il y a un intérêt également dans le suivi post-urgence ou dans la télésurveillance à domicile où toutes les données pourront être monitorées en temps réel. Enfin, il y a aussi des limites et des défis à mentionner. Non pas que ce soit des points négatifs, mais c'est des points performables. La blockchain, c'est une technologie qui est prometteuse, mais ça reste une technologie très complexe, qui nécessite encore beaucoup d'adaptation au contexte médical. Il y a une complexité technique, énergétique, parce que c'est très énergivore, on va pas s'en cacher. Il y a un cadre réglementaire qui est encore très flou, même s'il y a des notions qui apparaissent dans le RGPD, dans le consentement, dans l'hébergement, dans les entrepôts de données en santé. Mais les législateurs, que ce soit à l'échelle nationale ou supranationale, se sont pas encore emparés de ces thématiques de la blockchain en santé. Donc, on est encore dans un flou à ce niveau-là. Et il y a aussi une adoption difficile. Pourquoi? Parce que les éditeurs de logiciels sont propriétaires de leur logiciel. Donc, pour faire un interfaçage, on doit aller frapper à chaque porte de chaque éditeur de logiciel. Et donc, ça nécessite des contrats commerciaux, des accords de propriété intellectuelle. Et donc, c'est des enjeux et des verrous qui restent encore à lever concernant cette blockchain.